Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous guider sur la création d'une application web en utilisant ASP.NET Core. Et quand je parle d'application web, ici je parle de back-end, c'est-à-dire la couche logicielle qui ne gère pas l'interface utilisateur mais qui gère les données et leurs accès. Alors vous allez très vite comprendre quand on va commencer le développement. Avant de commencer, je tenais à dire que je me suis fortement inspiré de la vidéo en anglais de Julio Casal pour réaliser ma vidéo. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu en français sur le développement web en C# sur YouTube, alors je viens remédier à ça. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc pendant toute la vidéo, je vais utiliser l'éditeur de code Visual Studio Code. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à le télécharger pour avoir la même chose que moi et utiliser les mêmes outils que moi, ce sera beaucoup plus facile de suivre la vidéo. À gauche, une fois que vous avez téléchargé Visual Studio Code, vous allez pouvoir aller dans la partie extensions et télécharger les extensions nécessaires pour pouvoir exécuter le langage C# correctement au sein de VS Code. Alors, vous n'aurez qu'à taper C# dans la barre de recherche et vous trouverez C# DevKit. Vous pourrez cliquer sur installer. Ça vous installera diverses choses, donc comme C#, C# DevKit, .NET Install Tool ou encore IntelliCode for C# DevKit. Donc toutes les extensions vont être installées. Ça a pour but de pouvoir exécuter C# correctement et d'avoir aussi l'autocomplétion du code pour que le code se complète automatiquement lorsque vous écrivez. Et on va avoir ensuite besoin d'une autre extension qui sera l'extension REST Client. Donc pareil, vous pouvez taper REST dans la barre de recherche, vous tomberez sur REST Client, ce qui nous permettra d'exécuter des requêtes HTTP directement au sein d'un fichier, en écrivant les URL et leur type de méthode. Ok, et ensuite on va avoir besoin de l'extension SQLite pour ouvrir des bases de données SQLite, donc qui sont des bases de données portables. C'est ce que l'on va utiliser pour cette vidéo car c'est un mode de fonctionnement très simple. Et mis à part l'éditeur de code Visual Studio Code, vous aurez aussi besoin de télécharger le SDK, donc le Software Development Kit de .NET, donc là où je suis en train d'enregistrer, on est en version 8.0, donc je vous conseille de télécharger la version 8.0 si jamais la version 9 est déjà sortie, pour suivre ce tuto car beaucoup de choses pourraient changer après cette version. Donc le lien sera dans la description si vous voulez le télécharger, sinon c'est .net.microsoft.com /enus/download et vous téléchargez le SDK et vous l'installez sur votre ordinateur. Ça c'est pour pouvoir exécuter des applications qui sont développées en C# sur votre ordinateur. Une fois que tout est installé, je vais pouvoir vous montrer ce que vous avez dans le terminal. Sur Visual Studio Code, vous pouvez accéder à une interface en ligne de commande via, donc moi j'ai 3 petits points, mais via l'onglet Terminal, puis New Terminal, ou encore, donc si je le ferme et que j'appuie sur CTRL-J, mon terminal s'ouvre. Vous avez donc la possibilité de vérifier la version de votre framework .NET avec la commande .NET -en version. Actuellement, je suis à la version 8.0.403, donc ça permet aussi de vérifier que .NET est correctement installé. Et on va pouvoir créer un projet, pardon, via cette ligne de commande ou alors via directement Visual Studio Code. Donc pour créer un projet, on peut utiliser la commande .NET New et suivi de liste pour pouvoir avoir la liste des projets disponibles. Parce qu'en C#, on peut créer vraiment des tonnes de projets, des applications mobiles avec .NET MAUI, des projets de test, des projets web avec Blazor, ou alors du coup nous, ce que l'on va utiliser c'est ASP.NET Core. Il y a énormément de choses de possibles. Hop, et donc nous on devrait trouver, si on trouve ASP.NET, donc là on a page Razor, donc ça c'est pas ce qu'on veut faire. Contrôleur MVC, ce n'est pas non plus ce que l'on veut faire. ASP.NET Core, c'est par ici. Hop, ok, bon. C'est un peu compliqué à voir dans la fenêtre de la liste de commandes, mais ce que l'on va pouvoir faire, c'est utiliser le raccourci CTRL-SHIFT-P pour arriver sur Visual Studio Code dans une interface qui vous permet d'exécuter des commandes directement ici. Donc là où on peut taper .NET et trouver New Project. Lorsque l'on appuie dessus, on va avoir voilà, la liste des projets qui vont être un peu mieux présentés. Donc moi si je tape ce que je veux créer, c'est-à-dire ASP.NET, là je me retrouve avec ce que je veux faire. On peut utiliser des templates pour aller plus vite lorsque l'on connaît déjà ASP.NET Core. Dans le cas de cette vidéo, je vais vous montrer comment de A à Z on va construire une API.
un back-end, donc on va voir les termes exacts, comment on les définit après. Mais nous, du coup, on va choisir le template empty pour avoir quelque chose de vierge, et on va construire brique par brique cette application. On va cliquer sur ASP.NET Core empty. Ici, on nous demande de choisir un dossier pour le projet. Donc là, je vais aller ici, on va créer un dossier, on va appeler ça Movie Backend, voilà, tac. On va cliquer sur sélectionner un dossier, et ensuite, on nous demande quel est le nom de notre projet. Alors en C#, on a l'habitude d'écrire le nom. Alors par exemple ici, l'objectif ça va être de créer un back-end du coup qui va permettre de récupérer des films, leurs films, les films et leurs réalisateurs. Ici, on va développer une API pour Application Programming Interface. Donc, généralement, on utilise donc, le nom de la ressource, souvent, avec, après, le nom du coup de l'architecture que l'on souhaite mettre en place, la typologie de projet. Donc ici, on va faire movie.api. On clique sur Entrée. On clique sur Create Project. On nous dit bien que le projet va être créé à cet endroit-là. Donc c'est parfait. OK. Mon projet est en cours de création. Il est créé, ça m'a ouvert automatiquement une nouvelle fenêtre avec Visual Studio Code dans ce dossier. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui a été créé, à quoi ça sert, etc. Première chose que l'on voit à la racine de notre solution, c'est le fichier .sln. Justement, c'est le fichier en fait qui définit notre solution. Alors en C#, une solution, c'est un ensemble de projets. Nous avons le premier projet, Movie.api, qui est du coup situé ici. On pourrait très bien avoir un projet Book.api, où du coup ce serait une API pour des livres, et du coup cette solution serait rattachée à ce projet. Donc c'est une langue, enfin du coup le fichier .sln c'est un type de fichier que Visual Studio, que Microsoft utilise pour définir les projets C#. Donc là on voit par exemple une ligne project avec movie.api, l'endroit où ça se situe, etc. On ne va pas rentrer dans les détails ici de savoir comment fonctionne ce fichier. Ce qu'il faut savoir, c'est juste qu'une solution peut contenir plusieurs projets. On a donc notre premier projet que l'on a créé, movie.api. Et on a une deuxième extension de fichiers propre à Microsoft et Visual Studio. C'est les fichiers .csproj. Donc là, ça permet de définir le projet qui est actuellement dans lequel on se trouve. Ici, on retrouve Project SDK, microsoft.net.sdk.web. Donc c'est quel SDK est utilisé lorsque l'on développe cette application. Donc ici, c'est un projet de type web et qui cible, on voit Target Framework, la version 8.0 du framework .NET. Ces informations-là, on ne va pas rentrer dans les détails, ça permet d'utiliser certaines fonctionnalités du langage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on voit que le projet est de type web et c'est pour la version 8 du langage. On a le point d'entrée de l'application. Donc programme.cs, c'est ce fichier qui sera exécuté lorsque l'on va lancer notre application. Voilà. On a le fichier appsettings.json, appsettings.development.json, donc selon l'environnement dans lequel on souhaite lancer l'application, c'est-à-dire en mode développement ou en mode production, on peut définir des settings, des paramètres différents. Donc c'est un fichier JSON qui nous permet de définir des paramètres que l'on peut réutiliser dans notre application. On a ensuite un dossier Properties qui comporte des settings, pareil, des paramètres au format JSON. Ici, Launch Settings, ce sont les paramètres qui nous permettent de définir sur quelle URL, quel port on va exécuter notre serveur web, puisqu'on est sur une application web. Donc lorsque l'on va lancer notre application, elle devrait s'exécuter sur le profil HTTP en mode développement, sur le port 5251 avec du coup, comme on voit ici, l'environnement développement, ce qui fait qu'on utilisera le AppSettings développement. Voilà. Donc on a aussi un profil HTTPS, ISS Express, qui est un serveur web lorsque l'on souhaite le lancer en mode production généralement. Ensuite, on a le dossier OBJ qui comporte les fichiers. Alors là, on ne va pas s'attarder trop sur ce dossier, c'est juste le dossier qui génère des fichiers de cache en fait de compilation lorsque l'on exécute le projet. Et le fichier bin, c'est le résultat de la compilation. C'est-à-dire que là, si je lance donc le projet, on va pouvoir le lancer avec F5 sur Visual Studio Code. J'ai appuyé sur F5, on a une fenêtre qui s'ouvre, on nous demande quel débugger je veux choisir. On va choisir forcément C#. Et
ici, comme on a vu dans le fichier appsetting.json, on avait une configuration HTTP, HTTPS. Donc ici, on n'a pas de certificat, donc on va utiliser la configuration HTTP. Défaut configuration, ça pointe en fait vers HTTP. On peut choisir Default Configuration. Donc là, ça va nous mettre des choses à la console, c'est en fait la construction de notre projet. Et là, on remarque que j'ai bien mon port 5251 qui est lancé. Si on va dans le fichier appsettings.json ou properties launch settings, on remarque le profil HTTP. Donc launch browser true, c'est pour ça que ça a lancé mon navigateur automatiquement. Si je le définis à false et que je relance mon application avec F5, mon navigateur ne sera pas lancé automatiquement. On a bien défini le port 5251. Quand je vais sur mon navigateur, on voit bien que c'est le port 5251 qui s'est exécuté. Ok. Et ça m'a mis en mode debug, du coup la touche F5 est fait pour lancer Visual Studio Code en mode debug. Et le mode debug, à quoi il sert? Si je retourne dans mon fichier programme.cs, je peux définir ce que l'on appelle des points d'arrêt. Donc je vais par exemple mettre un point d'arrêt ici. Je vais lancer la touche F5. Mon navigateur va se lancer automatiquement. Déjà, comme mon application, quand elle s'exécute, elle passe par ici, et en fait, ça passe ligne par ligne jusqu'à lancer l'application. Donc là, on est passé par cette ligne, et donc le debugger nous permet de suivre la valeur des variables et de notre application en temps réel, donc savoir qu'est-ce que vaut quoi en fait. Pour suivre l'application, on peut cliquer ici sur suivant, et hop, on voit à où on se situe dans le code, et là je reclique sur suivant. Mon application, pour le coup, s'exécute. Comme elle s'exécute sur ce port, et que c'est bien le port dans l'application, on retourne en fait ici, puisqu'à chaque fois qu'on va arriver sur notre URL du coup d'entrée, on va lancer la fonction. Alors, il reste une chose que je dois vous montrer, c'est le Solution Explorer. Alors, quand on installe l'application C#, on a ensuite la possibilité soit de se déplacer alors via l'interface classique des dossiers, de l'arborescence des dossiers, ici, ou bien en utilisant le Solution Explorer qui est propre à C#, qui nous permet de visualiser un peu plus proprement en fait la manière dont est structuré notre projet C#. On a par exemple ici Dependencies, et on voit de quel framework, de quelle dépendance on dépend. Ici, c'est un peu trop complexe, on va pas rentrer dans les détails, mais on a, voilà, c'est rangé différemment. En fait, on a beaucoup moins de déchets, on va dire, on a vraiment besoin ici. Alors, on a vraiment uniquement les ressources dont on a besoin pour le développement. Et on va commencer par modifier notre première route get. Alors déjà, on va retirer le point d'arrêt. Dans Launch Setting, je vais effectivement retirer le Launch Browser. Comme ça, je ne vais pas lancer le navigateur à chaque fois que je lance le debug. On va aussi pouvoir directement lancer notre application. Alors, si je close ceci, je fais CTRL-J pour aller dans le terminal. Je peux lancer mon application en lançant la commande .NET Run. Alors, je dois d'abord me rendre dans movie.api. Puis ici, je peux lancer la commande .NET Run. Et on va voir que mon application est bien ici lancée sur la localhost 5251. Et mon navigateur ne s'est pas lancé. Pour tester correctement, donc sans aller sur notre navigateur, on va avoir une méthode qui est possible grâce à l'extension REST Client. On va pouvoir se créer, donc cette fois par contre on va pas aller dans le Solution Explorer, mais directement dans Movie Backend. Tac. Je vais créer mon fichier. On va l'appeler movies.http. Ok. Et là on va écrire get suivi de http localhost /5251 /movies. Pardon. On va rester comme ceci, puisque pour l'instant on n'a pas défini quoi que ce soit. On voit bien ici qu'on a un slash, donc on met le slash à la fin pour aller récupérer notre hello world. Et d'ailleurs, c'est pas localhost slash 2, mais c'est 2.5251 car c'est un port et ça se spécifie après 2 points. On va pouvoir cliquer sur send request et hop, comme par magie, on reçoit des détails. Ici, ce sont le résultat de la requête HTTP avec certaines informations. Et le hello world qui est donc le body, la réponse que nous envoie notre serveur web. Donc on est bon, on arrive à tester correctement nos requêtes. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est du coup, alors si je réouvre correctement Solution Explorer, c'est aller dans le dossier Movie API, puis programme.cs, et enfin ici, on va créer notre premier, ce que l'on va appeler DTO pour Data Transfer Object.
Ce sont des objets, des objets en programmation qui servent à renvoyer les données, c'est-à-dire qu'ils font la passerelle entre ce que l'on va renvoyer à l'utilisateur et nous, ce que l'on traite dans notre code. C'est-à-dire qu'on ne va pas renvoyer ce que l'on reçoit directement, par exemple, d'une base de données, mais on va d'abord transformer, on parlera tout à l'heure d'entité, notre entité en DTO pour la renvoyer à notre utilisateur pour ne pas lui donner d'informations confidentielles ou qui ne devraient pas en tout cas lui être dévoilées. Donc, si je clique sur movie.api, donc je vais faire un clic droit, je vais créer un nouveau folder, un nouveau dossier. On va appeler ça DTOs. Voilà, DTO au pluriel, pardon. Et on va créer un nouveau fichier ça va être non pas une classe, donc j'ai fait clic droit, new file, mais un record. Généralement, la classe record est très bien adaptée au DTO en C#. Elle permet de définir on va dire une classe, mais de façon très simple. Alors, on va appeler ça movie DTO, puisqu'on va parler de film ici. Ok, on arrive du coup avec un movie DTO. Et ce que l'on va faire, c'est retirer les accolades et à la place mettre des parenthèses. C'est ça aussi la force des DTO en C#, c'est qu'on peut définir des propriétés très simplement, juste avec leur définition, leur type et leur nom. Donc, un film, ça va comporter un ID, un identifiant unique. On va ensuite lui donner un titre, donc string title. On va vouloir lui donner, comme je vous ai dit, un réalisateur, donc on va appeler ça director, on va coder essentiellement en anglais, hein. Et sa date de sortie, on va utiliser le type date-only, car on s'en fiche d'avoir l'heure, la minute ou la seconde à laquelle le film est sorti. Ce qui nous importe, c'est la date. Et du coup, on va mettre le point-virgule à la fin. Ici, on a notre record qui est créé, notre DTO. Donc c'est ce qui définit ce qu'est un film, dans les grandes lignes. On va pouvoir se rendre dans programme.cs et créer des films pour avoir une liste de films à renvoyer à l'utilisateur. Donc si je vais en dessous ici de app et au-dessus de mapget, je vais pouvoir créer donc une liste de movie DTO. Donc on utilise les génériques avec les petites flèches comme ceci, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on va appeler cette variable des movies, donc films. On va créer une nouvelle liste. Alors on peut dire new list de movie DTO, oula, comme ceci, avec la syntaxe, avec les accolades, voilà. Ou alors, ce que l'on pourrait faire, c'est tout simplement égal avec juste le tableau, syntaxe tableau. Et ce que l'on va faire, c'est que moi je vais copier déjà la petite liste que j'ai de près, hop, et voilà quoi, ça doit ressembler. On crée du coup, on utilise le mot-clé new, suivi, eh bien là, si on met sa souris, on devrait voir ce à quoi s'attend notre éditeur de code. Donc, premièrement, l'identifiant, puis le titre, puis le réalisateur, et enfin, la date. Donc voilà comment se déclare une date, date only, année, mois, jour. Et donc, on a ici notre liste de films. Et cette liste, si on souhaite l'afficher à l'utilisateur, on va pouvoir tout simplement définir une nouvelle route, donc un nouvel URL accessible à l'utilisateur, via l'utilisation de app, et d'ailleurs peut-être expliquer en quoi consistent ces lignes de code. Le builder, donc ça sert à construire l'application, ça provient de la classe web application, qui est tout simplement, grâce à cette classe que l'on va créer un serveur web qui va pouvoir écouter des routes, c'est-à-dire créer une pipeline HTTP, écouter en fait des URL. Donc on crée un builder depuis la classe web application. Donc le builder.build va tout simplement retourner une instance de web application, comme on voit ici. Et donc c'est ce serveur web que l'on utilise là. La fonction mapget permet de dire ok sur la route slash, on va retourner hello world. Et donc nous, si on utilise la fonction app.mapget, on va pouvoir définir une route. Donc si on regarde la signature de la fonction, on attend donc un pattern, puis un delegate, c'est-à-dire une fonction. On va pouvoir mettre slash movies. Et qu'est-ce que l'on va faire nous dans le cadre de cette route? On va tout simplement mettre movies. Comme ceci. Avec comme il attend un delegate. Donc je vais fermer mon serveur avec la touche CTRL-C. Je vais relancer la commande .NET run. Je vais pouvoir aller dans mon movies.htp et ici je vais mettre slash movies.
je vais lancer la requête, et hop, comme par magie, je me retrouve avec un tableau JSON de mes films. Alors comment ça se passe? Ici, je dis tout simplement que mon delegate va retourner le tableau movies. Et la magie de C#, c'est que derrière, le serialiseur de JSON va être automatiquement appelé et va convertir notre objet C# en JSON valide, comme on voit là, comme on voit ici. Tout est formaté, donc un entier devient un entier, une chaîne de caractères devient une chaîne de caractères, mais par contre, une date ici devient une chaîne de caractères formatée donc au format YMD, et ce de manière automatique, donc c'est assez plaisant. Ce qui est intéressant aussi lorsqu'on fait des applications web, c'est bien entendu de savoir quelle réponse nous est retournée, quel statut code. Donc on voit ici que le statut code 200 OK est retourné, ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc c'est exactement ce que l'on veut lorsque l'on retourne des données, dans notre cas, d'une API. On va pouvoir fermer ceci, supprimer cette route, alors, ou la transformer. Et comment, vous allez me dire, pouvoir récupérer, par exemple, uniquement cet objet. Donc dans notre cas, on va pouvoir écrire /movies, accolade, et ici, le nom d'une propriété. Pour le coup, ID. Et comment on va faire? Ce paramètre, on va pouvoir en fait automatiquement le récupérer en le mettant ici dans les parenthèses, ID. Et là, on va pouvoir récupérer notre film en utilisant notre objet movie, .find, movie, fonction fléchée, movie.id égale ID. Et bien sûr, il faut mettre le type. Et là, ça devrait bien se passer. Je vais relancer mon serveur web avec la fonction de la commande .entrud. Je vais aller dans mon fichier movies.http et je vais mettre /1 pour pouvoir lancer une requête. Alors là, on voit que le send request n'apparaît pas. Avec cette extension, il faut utiliser les 3 dièses au-dessus d'une ligne pour pouvoir dire que c'est une ligne où on peut lancer une requête. Je clique sur send request et hop, comme par magie, je récupère comme par magie. Il y a un peu moins de magie ici parce que là, on a quand même appelé une fonction pour pouvoir récupérer notre film. Je vais pouvoir retourner ici. Si par exemple je mets 2, on a une réponse différente. Alors maintenant, comment faisons-nous pour créer un nouvel objet film? Un nouvel objet movie, l'ajouter à notre liste. Alors, déjà, si on revient ici, par convention, vous avez vu que je n'ai pas appelé ma route getMovie ou autre chose. Dans une API, généralement, lorsqu'on a un objet qui s'appelle movie dans notre code, on va utiliser sa syntaxe au pluriel pour le nom des routes. Pour récupérer une ressource, on va utiliser donc la syntaxe au pluriel suivie de son identifiant unique, généralement, pour le récupérer. Pour créer un nouvel objet, on va devoir créer un nouveau DTO. Ça va être un DTO qui va servir d'objet de création. On va cliquer sur la flèche ici. On va créer un nouveau record. Ça va être create movie DTO. Alors, de la même manière, on va utiliser les parenthèses et ça va être, on va pouvoir aller dans notre classe movie DTO et finalement récupérer tout sauf l'ID. Quand on crée un movie DTO, en fait, l'ID est généralement défini automatiquement par le système de gestion de base de données. Dans notre cas, c'est une liste, mais on va coder la manière dont c'est généré automatiquement. Ça va pas être compliqué. Hop, on met le point virgule, et voici notre create movie DTO. Maintenant, on va retourner dans notre fichier programme.cs et on va créer une nouvelle route. Cette fois-ci, ça ne va pas être un get, mais un map post. Lorsque l'on souhaite créer une ressource, au sens API, on va utiliser les routes post et non plus get. C'est une convention, on la suit. Donc, ça va être sur l'endpoint, alors on appelle ça aussi un endpoint, en fait, un URL comme on voit ici. Ça va être /movies, comme on voit ici. Et on va pouvoir passer en lambda, dans notre expression lambda, une instance de notre create movie DTO que l'on va appeler new movie. On va utiliser les fonctions fléchées et on va ouvrir les accolades car on va avoir des choses à faire dedans. On n'est pas obligé d'ouvrir les accolades en fait quand on a par exemple une seule ligne dans notre code. Ici on va en avoir plusieurs donc on est obligé.
Donc ce que l'on va faire, c'est en fait, à partir de ce create movie DTO, créer un nouveau movie DTO pour pouvoir l'ajouter à notre liste. Et donc moi je vais copier ce bout de code, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On récupère une instance de newMovie, on va créer un objet movie.dto à partir de cette instance. Ce que l'on va faire en plus, c'est que au niveau de la propriété ID, on va définir l'ID comme étant le nombre de films plus 1, ce qui est logique. Et ensuite, on passe tout bêtement les propriétés de newMovie à movie. Title, title, director, director, release date, release date. Voilà. Qu'est-ce que l'on fait ensuite? Pour avoir eh bien, le nouveau film dans ma liste, on va pouvoir utiliser la fonction, donc on va utiliser d'abord notre liste, puis la fonction add movie, et maintenant il va être dans notre liste. Et donc là on n'a pas terminé puisque la réponse n'est pas retournée automatiquement. En tout cas, nous ce que l'on veut retourner lorsque l'on exécute une requête post, généralement ça va être un HTTP 201 created, c'est la réponse code que vous voyez au niveau ici. Voilà, nous ce que l'on veut c'est un 201 created, et on peut rajouter l'URL où la ressource a été créée grâce à une fonction magique, on va dire magique, de C#, d'ASP.NET. On va pouvoir utiliser return results.created at route. Et là, on va pouvoir spécifier sur quelle route cette ressource vient d'être créée. C'est laquelle? Alors, actuellement c'est aucune, puisqu'il faut spécifier un nom de route. Et ce nom de route, on va le spécifier sur ce mapget, point, donc à la fin de ce mapget, with name, on va mettre le name getMovie. On va pouvoir le mettre à la ligne, comme ceci. On va pouvoir mettre comme ceci. C'est donc le nom de ma route. Comme on l'a défini ici, on va pouvoir le définir là, getMovie. Ensuite, avec une syntaxe un peu particulière, on va pouvoir dire que, donc là en fait, on attend à définir quel est l'identifiant. Ici, donc on doit définir ID. Donc on va pouvoir ouvrir des accolades et mettre que ID égale movie.id. Movie, c'est mon objet qui est ici, que je viens de créer, movie.dto. Voilà. Et on passe en dernière valeur, movie. Voilà, si on vérifie la signature, on doit passer route name, le nom de la route, route values, donc là les route values, c'est en fait les values que l'on a ici. Et à la fin, on doit passer la value. Ok. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller dans mon fichier movies.http. On va pouvoir copier ceci. On va écrire les 3 dièses. Et cette fois-ci, on va faire un post. Ici, ça va être un peu différent. Vu qu'on est sur une requête post, on va devoir spécifier plusieurs choses. Premièrement, le content type. C'est-à-dire sous quel format on va envoyer les données à cette requête, à cette requête HTTP. Ici, c'est du JSON que l'on va envoyer, donc le content type doit valoir application JSON. Et ici, ça va être la valeur de ce JSON. Voilà, il faut mettre un espace impérativement pour que ça fonctionne. Donc le titre du film, ça va être Interstellar. Le directeur, Christopher Nolan. Et la date de sortie, le 7 novembre 2014. Je vais cliquer sur... D'abord, je vais vérifier qu'est-ce que j'ai dans ma liste de films. J'ai mes 3 films ici. Alors, je vais relancer aussi mon serveur avec .NET Run. Donc là, j'ai mes 3 films que j'ai récupérés. Je vais cliquer sur Send Request de mon poste. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un HTTP 201 created. On va retrouver mon film qui vient d'être créé, vous voyez, avec l'ID numéro 4. En plus, on a quelque chose qui a été rajouté à mon response feeder, donc là, le header de la réponse, c'est location. Ça veut dire que le film que je viens de créer, cette nouvelle ressource, est disponible à cette URL. Si je marque 4 ici dans ma request, je l'envoie, je me retrouve bien avec le film que j'ai créé auparavant. Il nous reste désormais 2 choses à faire, c'est-à-dire la possibilité de modifier un film et la possibilité de supprimer un film. Pour la modification, la route qu'il va falloir, le type de route qu'il va falloir utiliser, c'est put. Alors, on va pouvoir utiliser map put suivi de /movies/id. Alors d'ailleurs, je m'embête depuis tout à l'heure à utiliser, alors je vais juste
utiliser le lambda comme ceci. Voilà, on va créer la route de manière vierge. On va être depuis le début à utiliser le slash, mais en fait on n'est pas obligé de le mettre, c'est de la redondance. Hop, comme ceci, voilà. Et on va utiliser notre ID dans les paramètres de l'expression lambda. D'abord, on va créer un nouveau DTO. C'est important de séparer les DTO. Vous allez voir que ça va être en fait la même chose, sauf qu'il va s'appeler update movie DTO. Mais c'est important de séparer les différentes opérations avec des différents DTO pour structurer correctement un projet. Donc on va créer un nouveau record. Il va s'appeler update movie DTO. Et là, je vais pas m'embêter, je vais aller ici et je vais copier le contenu du film. Après, on pourrait imaginer un cas d'une application plus complexe où en fait, lorsqu'on crée un objet, il y a certaines propriétés qui ne sont plus modifiables et donc du coup, on pourrait par exemple retirer le réalisateur. On pourrait dire que ce n'est plus modifiable une fois que le film a été créé, par exemple. Nous, on va autoriser tout, comme ça on se prend pas la tête. Et donc, on va aller au niveau du programme, et comme on l'a fait avec le map post, pour modifier un film, pour créer un nouveau film, on va rajouter dans l'injection ici, donc dans les paramètres, on verra après ce que c'est l'injection, tac, updated movie. Voilà, on va créer un paramètre updated movie. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est mettre à jour la ressource. Et tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, on devrait retourner un 201 de content lors de la création d'une ressource, mais je me suis complètement trompé. C'est lorsque l'on met à jour une ressource que généralement, on retourne d'une réponse vide avec une réponse 201. Mais quand on crée une ressource, on retourne sa réponse. Dans la réponse, le JSON, donc comme on voit ici, on retourne la ressource, suivi du header location pour savoir où elle a été créée. Dans notre cas, on verra que l'on va retourner un noContent. Ici, on va devoir d'abord récupérer l'index du tableau. Pour ce faire, on peut faire un movies.findIndex directement. Movie.id égale updated égale tac. Movie.id égale id. On va y arriver. Et du coup, ici, on va tout simplement faire movies de index égale new movie DTO. Hop. Et là, ce que l'on va faire, c'est mettre updated movie. Alors, l'ID, on récupère l'ID que l'on a en paramètre. On ne modifie jamais un identifiant. Ensuite, on modifie le titre, puis updated movie.director, puis updated movie.releaseDate. Voilà, on récupère donc tout ça de notre DTO, tout ça qui va être injecté automatiquement par les données de l'utilisateur. Et à la fin, il faut faire un return results.noContent. Comme je vous disais, ici ça va retourner une réponse, alors déjà oui c'est 204 noContent. Et donc si je fais un post, c'est bien ici qu'on a le 201 created, en fait j'ai confondu les deux, et 204 noContent, c'est lorsque l'on exécute ici notre put. On va du coup se rendre dans Movie HTTP, copier le get ici, on va aller en dessous, cette fois-ci on transforme ça en put, on va recopier ce JSON, on va relancer notre serveur web, et on va récupérer déjà, par exemple, le film numéro 1. Il s'appelle Inception. Donc nous, on va dire que c'est Interstellar. Directeur Christopher Nolan, en fait, on va simplement le remplacer. On va lancer la request. Et effectivement, il faut définir le content type. Sinon, ça ne va pas fonctionner. C'est une request. Donc là, on a eu la réponse 204 no content, c'est-à-dire que tout s'est bien passé. Et maintenant, si je veux récupérer le film numéro 1, l'ID est toujours le numéro 1, c'est normal, et on voit bien que les trois propriétés ont bien été mises à jour avec ce que je vais passer via ma requête put. Et la dernière opération, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être de supprimer un film. Donc c'est potentiellement c'est assez simple. On va utiliser map delete, classiquement, et on va récupérer movies/id. Et donc, on récupère int id, on crée l'expression lambda, et dans cette expression, qu'est-ce que l'on va faire? On va récupérer notre liste, on va utiliser la fonction remove all, donc si on lit la signature,
ça supprime tous les éléments qui matchent la condition définie. Et donc notre condition c'est movie.id égale id, donc voilà tout simplement, si l'identifiant est égal à celui qu'on a donné, on va pouvoir le supprimer, et on retourne tout simplement un result no content comme le put. On va relancer mon serveur web, et on va pouvoir aller dans movies.http, on va copier ceci, le get movies1, on va transformer en delete, comme ça, tac. Ce que l'on va faire, c'est récupérer la liste de tous les films, donc on a bien nos 3 films, on va supprimer le film numéro 1, tac, on a bien le no content, on va récupérer ma liste, et je n'ai plus que le film 2 et 3, ça a bien fonctionné. Avant de procéder à un nettoyage du code, à ce qu'on appelle un refactoring pour remettre un peu de l'ordre, de la propreté dans le code, on va pouvoir faire une optimisation, une amélioration, puisque là, j'ai supprimé le film numéro 1, mais qu'est-ce qui se passe si je veux le récupérer? Bien, écoutez, là on a un problème, parce que on nous dit que tout est ok, tout s'est bien passé, on a un vieux nul qui apparaît dans la réponse, donc c'est pas du tout ce que l'on veut, il faut gérer ça. Donc si je retourne dans mon code, hop, et que je vais sur mon get movie ID, ce que l'on fait ici, c'est que l'on fait tout simplement un find. Ok, c'est déjà bien, mais il va falloir gérer le cas où on n'a pas trouvé le film. Alors, ce que l'on va faire, c'est récupérer le movie DTO, donc on va déclarer une variable, movie DTO, tac, movie, égale, comme on a fait juste avant, comme on faisait tout à l'heure, movies.find, movie.id, ok, converting littéral impossible, donc ça c'est normal. On nous dit que, attention, le compilateur n'est pas content parce que ça va potentiellement retourner nul, donc une variable qui n'existe pas, une instance de movie qui n'existe pas. Donc pour ce faire, on va rajouter l'opérateur point d'exclamation devant notre objet, et ça permet de dire, ok, notre movie DTO peut effectivement accepter nul comme valeur. Et ce que l'on va faire, c'est retourner movie, on va utiliser une ternaire, donc c'est-à-dire si jamais le film est nul, on va renvoyer result.notFound, et sinon on met le 2 petits points, donc ça veut dire si l'expression est vraie, donc si cette condition movie is nul, là qu'on peut mettre entre parenthèses, si cette condition est vraie, alors on retourne un notFound, sinon on va retourner results.ok, le HTTP 200 qu'on connaît, avec le film dans ses paramètres, dans la réponse. On va maintenant vérifier si ça c'est bon. Je retourne dans movies.http, je récupère ma liste de films, j'ai mes 3 films. Je vais supprimer le premier film, ok. Je récupère ma liste de films, j'en ai plus que 2. Et si je récupère le premier, j'ai le code 404 not found qui me signifie que la ressource n'a pas été trouvée. Donc généralement, c'est ce que l'on fait dans une API. On va retourner un 404 quand la ressource n'a pas été trouvée. Et donc on peut faire la même chose pour la requête put, parce que là, si je veux modifier le film numéro 1, bah là on a carrément un problème d'index, une erreur vraiment très sale qui se passe. Donc je vais pouvoir fermer le serveur. Et si je vais sur ma requête put, juste là, voilà, donc l'index, en fait, ici, la fonction find_index va retourner -1 si elle ne trouve pas le film. Donc on peut tout simplement rajouter une condition if index égale -1. Et là, ce que l'on va faire, c'est tout simplement retourner results not found. Je relance mon serveur web. Donc, je vais directement aller supprimer le film, ok, numéro 1. Je tente un put, et là j'ai bien mon 404 not found. Voilà, il y a uniquement ça à faire, et on gère le cas où le film n'existe pas. Alors maintenant, on a une API REST correcte, on a toutes les opérations possibles, quasiment. Donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est rapatrier ce code dans une classe qui va définir la définition de nos endpoints, de nos routes, grâce à ce que l'on appelle une méthode d'extension. Alors, on va rentrer dans les détails au fur et à mesure. On va créer un nouveau dossier au sein de notre projet movie.api. On va l'appeler endpoints, et on va créer une nouvelle classe. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas un record, mais bien une classe que l'on va appeler movies endpoint. Comme on va créer une méthode d'extension, il faut que cette classe soit statique. Hop, voilà.
Notre méthode d'extension, elle va s'appeler, alors on va donc la rendre déjà publique, il faut qu'elle soit statique, on est dans une classe statique, donc toutes les méthodes doivent être statiques. Elle va retourner, on va voir qu'elle va retourner un root group builder, et on va l'appeler map movies endpoint. Donc j'ai littéralement une fonction qui veut dire que l'on va définir toutes les routes, en fait toutes les URL qui proviennent, qui servent pour les films. This web application app. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé une fonction statique qui peut être utilisée par web application. C'est une méthode d'extension. C'est-à-dire que lorsque l'on met le mot-clé this devant un type, ici, tous les objets de type web application vont pouvoir utiliser cette fonction. On va voir ça juste après. Donc déjà, ce que l'on va faire, c'est créer une variable groupe qui va être app.mapGroup de movies. Alors on peut mettre /movies par exemple pour que ce soit plus parlant. Et en fait, on n'aura plus besoin de mettre /movies, enfin movies/id, movies/id pour chacun de nos routes, chacune de nos routes, puisque le groupe permet de définir ça. Cette variable groupe, on va pouvoir l'utiliser, donc on va déjà récupérer tous nos codes, toutes nos routes ici, dans programme.cs. Hop, CTRL X. Dans movies endpoint, je vais aller faire un CTRL V ici. Je reformate. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus utiliser app.mapPost, app.mapGet, mais groupe. Groupe. Oups. De même ici, et de même ici. Comme je vous ai dit, on a utilisé un mapGroup avec le /movies ici. On va pouvoir retirer movies. Ici, on met tout simplement un slash. Et pour le reste, on va mettre /id. Le post, pareil, on va mettre un slash. Movies /id pour le put. Et pour le delete, on met juste le /id. Alors pareil, notre liste, on va pouvoir la décaler et la mettre dans notre movies endpoint. Voilà. On va la mettre juste ici. Pardon. On va mettre. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la rendre privée. Donc c'est une propriété de notre classe. Hop, voilà. On va devoir aussi utiliser le use, movie.api.details, pour dire que l'on va chercher un objet qui est dans un autre dossier, en fait dans un autre namespace. On n'est pas dans le même namespace. Et comme c'est une classe statique, il faut aussi que cette propriété soit statique. On pourra faire ça comme ça. En plus, on peut ajouter le mot-clé read-only pour dire que au sein de notre code, on ne va pas modifier directement cet objet, cette movies. Cette propriété movies, pardon. Ok. Donc ici, on a un souci. Pourquoi? Parce qu'on ne retourne pas le groupe. Return group. Très bien. Donc là, on n'a plus d'erreur. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est... Alors là, donc, on n'a plus rien. C'est tout vide. On a notre instance de app, notre variable app qui est une instance de web application. On va pouvoir utiliser app.map movies endpoint, comme ceci. Donc là, on nous dit qu'il y a un souci, c'est normal, c'est parce que cette classe est située dans cette endpoint aussi. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est, alors soit Visual Studio Code va me le proposer, voilà, soit on peut l'écrire à la main, mais il faut rajouter le using movies.api.endpoint. Et donc, grâce à l'utilisation de cette fonction, ça va appeler bien ce que j'ai défini ici, c'est-à-dire le même code qu'avant, mais il est rangé dans un endroit plus propre, donc c'est beaucoup plus facile à maintenir, plus évolutif. Et si je me rends dans mon movies.http et que je m'amuse à lancer des requêtes, on voit que ça fonctionne toujours. Donc on va pouvoir passer à la suite. Il y a aussi une chose importante lorsqu'on conçoit une application web, donc un back-end avec une API, comme on est en train de faire, c'est la validation des données utilisateurs. Imaginons ici que je souhaite créer un film, mais que l'utilisateur ne saisisse pas de titre. On clique sur Send Request, ok. On a un film qui a été créé, le titre est nul. Normalement, un film ne peut pas ne pas avoir de titre, donc il va falloir qu'on remédie à ça. Une solution que l'on pourrait implémenter, mais qui serait assez compliquée à mettre en place, c'est
Tout simplement, donc si on arrive dans ma request post, on pourrait faire if string.isNull or empty de newMovie.title, ici. On pourrait faire un return result.badRequest, et on pourrait marquer par exemple title is required. Alors, vous imaginez bien que ça va être compliqué parce qu'on devrait le faire par exemple pour la date de sortie, pour le director, pour différents objets qu'on aurait dans notre application. Ça pourrait être très rébarbatif et très long à mettre en place, mais ça fonctionne. Donc là, si je lance une request sur ma liste de films, si j'essaye de créer un film sans titre, on voit bien que j'ai eu le message d'erreur, title is required. Ok, on va voir une manière plus simple de faire ça. Il va falloir dans un premier temps se rendre sur internet et sur le site nugget.org qui est en fait le gestionnaire de paquets de C#, tout l'environnement C#, qui vous permet d'installer des dépendances, des librairies que d'autres développeurs ont créées. Donc là on a la librairie open source minimalapis.extension qui va nous permettre de valider les paramètres lorsque l'on le souhaite. Alors on va lancer la commande .NET add package minimal API extension. Moi j'utilise la version 0.11.0 au moment où je fais cette vidéo. Donc utilisez cette version, la même version que moi pour ne pas avoir de problème lorsque vous allez suivre la vidéo. Donc, une fois qu'on a installé ça, on va pouvoir aller ajouter des attributs à nos DTO. Donc dans Create Movie DTO, on peut dire que le titre est obligatoire. Comment on spécifie ça? On va pouvoir mettre des crochets devant le nom de nos propriétés, c'est-à-dire par exemple le titre, il va falloir mettre required, qui vient du using system component model data annotations. Donc là, ça va signifier que mon titre est obligatoire, il est requis. On va faire la même chose pour director, voilà. Et si je me rends dans Movies Endpoint, alors là, on va lancer notre programme, et on va voir que ça va pas bien marcher. Je vais dans mon Movies HTTP, je clique sur Send Request, donc j'ai ma liste, je clique sur Post, sans mon titre. Donc on a toujours ma vérification, que j'ai oublié de retirer d'ailleurs. On va retirer ça, if string is null or empty. Ok, on relance mon serveur web, et je vais tenter directement un post. Donc là on a toujours le titre qui vaut nul, très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter quand même un attribut, c'est pas automatique, enfin un paramètre, une fonction plutôt. Dans le app.mapgroup, on va pouvoir le mettre pour chacun de nos routes. Chacune de nos routes. .with parameter validation. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ok. Et donc ici, chaque route va être validée par le paramètre validator derrière. C'est-à-dire que là, si je vais dans mon Movies HTTP, que je tente une request, on nous dit une ou plusieurs validations, erreurs de validation sont apparues. Et là, on nous dit, bah voilà, il y a une erreur sur le titre, le titre, il est requis. Je retire le director, je lance la request, et là, j'ai bien un problème. Maintenant que la validation fonctionne, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la création des entités pour pouvoir ensuite utiliser une base de données et persister nos données. Alors, ce que l'on va faire juste après, c'est qu'on va utiliser Entity Framework Core, qui est un outil qui nous permet d'avoir un ORM, un système de migration, et plein d'autres choses pour utiliser des bases de données donc, en C#. Alors, sans entrer dans les détails, on va commencer par créer nos entités, qui seront donc mappées à la base de données. Ces entités seront transformées en tables SQL pour pouvoir les stocker, les supprimer, les récupérer, etc., etc. On va donc s'amuser à créer un nouveau dossier dans le projet movie.api toujours, entities. Dans ce dossier, on va créer non pas un record cette fois-ci, mais une classe. On va commencer par la classe director, on va voir pourquoi, pour ensuite faire notre classe movie entière. Donc, dans ma classe director, qu'est-ce qu'on a? On va avoir quasiment la même chose que notre DTO, mais écrit d'une autre forme. Donc, on va effectivement écrire notre ID avec le mot-clé public, pour qu'on puisse le récupérer ailleurs dans notre programme, et on va pouvoir le récupérer et aussi le définir. Donc on a un getter et un setter, on aura une fonction
getID. On peut utiliser getID, setID, pour définir un ID ou le récupérer. On va ensuite avoir la propriété name. Ensuite, dans le directeur, ce que l'on va rajouter, c'est date only, par exemple la date de naissance, date of birth, getSet. Et après, on peut par exemple rajouter required la nationalité du réalisateur. Nationality getSet. Ok. Alors là, j'ai rajouté le mot-clé required. Pourquoi? C'est pour dire que lorsque l'on va créer un objet director, on est obligé de renseigner la nationalité. Ici, le compilateur nous gueule dessus, parce qu'on ne peut pas... Il nous dit que ça peut être nullable lorsque l'on va créer une nouvelle instance de cet objet. On pourrait mettre la point d'interrogation pour dire que un directeur ne peut pas avoir de nom, et c'est faux. On pourrait aussi initialiser la propriété avec la valeur string.empty, mais ce n'est pas ce que l'on veut. Nous, lorsque l'on va créer un réalisateur, on va vouloir qu'il ait obligatoirement un nom, donc on indique que la propriété est obligatoire, grâce à ce mot-clé. Et ensuite, on va passer à l'entité movie, nouvelle classe, movie. Ok. Donc là, je vais récupérer ce que j'ai ici, et je vais vous expliquer si j'arrive à le copier. Hop, très bien. Donc, on utilise l'identifiant, le nom, date of birth, et je me suis trompé d'entité. Hop, identifiant, le title, pareil, required. Et là, on va rajouter une propriété supplémentaire en plus du réalisateur. Donc, on va avoir en fait accès à un objet réalisateur, mais aussi director ID. En fait, il s'agit de la clé étrangère pour faire correspondre avec la base de données MySQL, enfin avec une base de données SQL. On a besoin de dire sur quel ID pointe le directeur, le réalisateur. On a aussi la possibilité, dans notre code, à un moment, que notre film contienne l'identifiant, mais pas le réalisateur pour des raisons de performance, ou pour des raisons tout simplement où on n'a pas besoin d'afficher le réalisateur. On va juste afficher, avoir le directeur ID comme information. C'est pour ça que l'on a rajouté le point d'interrogation nul, pour dire que le réalisateur, à un moment, dans la durée de vie, le cycle de vie d'un film, dans notre code, le réalisateur peut être nul. Et maintenant, on va pouvoir installer un nouveau package pour utiliser la base de données SQLite. Hop, il s'agit de Microsoft Anti-Framework Core.SQLite, en version 8.0.10 actuellement. Et donc, on lance la commande .NET.package, ok, ça nous installe correctement notre package, et on va pouvoir créer un nouveau dossier qui va s'appeler data, et qui va contenir donc des choses qui concernent la base de données. Dans ce dossier data, je vais écrire un nouveau fichier qui va s'appeler, une nouvelle classe, voilà, qui va s'appeler movie store context. Ok, cette classe va devoir étendre une autre classe, donc on va mettre les deux points, dbContext pour appliquer l'héritage, et on va utiliser le constructeur de dbContext. Alors est-ce que je vais voir aller dedans? Ok. Donc là, on va en fait passer un dbContext option. Alors, si on regarde ici notre movie store de contexte, qui hérite de dbContext, on a la possibilité de mettre ici les parenthèses pour appeler le constructeur. On passe les dbContext options, qu'on appelle options. Ces options-là vont être de type movie store context, pour ça qu'on utilise ce générique, et on va utiliser les options ici. Comme ça appelle le constructeur de la classe parent, avec les options que l'on a définies, qui correspondent au type de la classe que l'on est en train de créer. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, alors donc, il faut dire que cette classe-là, en fait, ça va représenter, on peut appeler ça une session avec notre base de données. C'est-à-dire que cette classe va nous permettre de récupérer nos films, de les mettre à jour, les supprimer, etc. etc. Alors, on va créer ce que l'on appelle un dbset. dbset, il faut spécifier le type de dbset, donc movie. C'est-à-dire que ce dbset va nous permettre de... tac. On va utiliser la fonction fléchée. Public dbset movies, c'est égal à un set de movie. Comme ceci. Voilà.
Et malheureusement, j'ai fait une erreur comme je suis en train de voir. Là, si je mets ma souris, on me dit que movie est un namespace, mais qu'il est déjà utilisé comme un type. C'est-à-dire que le namespace de mon projet, c'est movie. Movie, en fait, mon entité, mon compilateur n'arrive pas à faire la différence. C'est en fait quand j'ai nommé mon projet, j'aurais dû le nommer moviestore.py et non pas movie.py. Donc du coup, ce qu'on est obligé de faire, c'est d'utiliser le nom du dossier pour le namespace, en fait, ici, et d'appeler ça entities.movie. Là, c'est vraiment my bad. On va faire ça comme ça, c'est pas grave. Et on va continuer, du coup, avec le db7. Cette fois-ci, alors si je fais un copier-coller, des directors, donc pour pouvoir interagir avec nos entités directors. Donc là, cette fois-ci, je n'ai pas de problème, vu que mon namespace ne s'appelle pas director. Donc j'ai bien mes deux db7 qui vont me permettre d'interagir avec ma base de données. Et donc maintenant, pour définir une connexion à notre base de données, on va pouvoir aller dans le fichier appsettings.json et utiliser une clé spéciale qui s'appelle connection strings. Ça nous permet de définir les chaînes de connexion pour se connecter à des bases de données. Donc après, ici, on peut mettre n'importe quoi, on peut mettre Toto ou quoi, parce qu'on va appeler notre base de données Movie Store. Enfin là, cette clé-là, on va l'appeler Movie Store. Et on va dire que c'est data source égale, donc ça c'est une chaîne de connexion spéciale pour les bases de données SQLite, movie store.db. Voilà. Donc ça c'est pour le nom de notre fichier en fait, il va s'appeler comme ça quand la base de données va se créer, ça va créer un fichier moviestore.db directement à la racine. Et si je vais dans mon fichier programme.cs, je vais pouvoir, alors avant de mapper l'endpoint, créer la connexion à ma base de données. Donc on récupère le connexion string égale builder.configuration.getConnectionString. Et ici, on récupère en fait le nom que l'on a dans nos appsetting.json que l'on a mis ici, movie store. Hop, voilà. Et maintenant, il faut ajouter le service SQLite à notre service container. Donc, add SQLite movie store context connection string. Et donc, alors, je parlais de service container, donc en utilisant le add SQLite, on aura accès à la base de données SQLite partout dans le code, grâce à notre movie store context, donc là on utilise la syntaxe générique, et grâce à db context option, en fait, ça va être automatiquement injecté à travers cette classe. On aura donc accès à la base de données SQLite grâce à notre movie store context. Et avant de continuer, il vous faut un nouveau package NuGet que l'on va pouvoir télécharger via .NET EF. Alors, moi j'ai déjà, puisqu'en fait il s'agit d'un package global, c'est-à-dire qu'en fait c'est une suite d'outils qui va nous permettre de gérer en fait nos bases de données avec des commandes de migration, d'update, de drop, donc c'est-à-dire d'outils pour gérer nos bases de données. Donc vous copiez le lien, .NET PyTool install, global, et donc moi on voit que ça a déjà été installé. Et après en fait on peut l'appeler avec la commande .NET EF. Et là, on nous dit un peu toutes les fonctions que l'on a à notre disposition. Et enfin, un dernier package, et après c'est terminé, promis, c'est le package Microsoft Entity Framework Core Design qui va vous permettre d'exécuter les différentes commandes de migration avec votre projet, donc pour gérer les DB contextes notamment. Donc, on arrive sur VS Code, on lance la commande d'installation du projet et on est bon. Alors avant de continuer, j'ai fait une petite erreur par contre. Le connection string et le builder service, il faut le faire avant que l'on build l'application, donc avant la fonction builder.build, sinon ça ne va pas bien fonctionner. On met ça comme ça. Et là, on va lancer la commande .NET EF migration add initial create. Par contre, il faut que j'aille dans mon dossier de mon projet, movie.api. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un dossier migration. Et à l'intérieur, ça va avoir généré du code. On va voir ce qui se passe. Alors, on a, vous voyez, la migration initial create qui a bien été créée ici. On va pouvoir voir ce qu'on a dedans. Alors donc c'est du code généré, donc c'est pas forcément hyper beau à lire. Mais on va retrouver des notions du SQL en fait. Donc là on voit qu'on crée une table directors avec la colonne ID, name, date of birth, nationality, type integer, type text. On voit notre table movies avec les différentes colonnes aussi.
les constraints, donc c'est-à-dire la clé primaire, la clé étrangère avec la clé director ID, on delete cascade, etc., etc. Donc c'est du code généré qui nous permet d'avoir une fonction up, c'est-à-dire lorsque l'on va migrer la base de données, on va appeler cette fonction, donc lorsque l'on migre vers la version la plus récente. Et si jamais on veut descendre de version, on a une fonction down, ça signifie que l'on souhaite supprimer les deux tables précédemment créées pour retirer les modifications apportées par cette migration. Et on a ici un snapshot qui a été créé, alors un petit peu plus... Bon, je ne vais pas expliquer tout ce qu'on a là-dedans, mais bon, c'est un snapshot du contexte de notre base de données. Voilà, et donc là on va développer un petit outil qui va nous permettre de lancer les migrations, donc de créer la base de données, de la mettre à jour au fur et à mesure qu'on a des migrations, via le code. Donc on va aller dans le dossier data, et on va créer une nouvelle méthode d'extension, ça va être une classe statique, que l'on va appeler data extension. Voilà. Ok, cette classe donc va être statique, et on va créer une fonction public static void migrate database. Elle va prendre comme la première méthode d'extension que l'on a créée en paramètre une instance de web application. Donc on utilise aussi le mot-clé this toujours pour avoir la méthode qu'on puisse l'appeler ici avec le web l'application. Using var scope égale app.service.createScope. Donc cette méthode permet de récupérer des services en fait du container de service. On va récupérer le DB context via cette méthode. Donc on utilise scope.serviceProvider.getRequiredService. Et là, on peut accéder à notre movie store context. Donc pourquoi on peut y accéder? C'est parce qu'on a une définition ici du service avec SQLite de movie store context. Comme il est enregistré ici, on a la possibilité avec cette méthode de le récupérer. Et donc, on va pas utiliser await, on va utiliser dbcontext.migrate.database.migrate. Et voilà. Cette fonction va nous permettre de migrer notre base de données à chaque fois qu'on va lancer l'application. Pourquoi? Parce qu'on va l'appeler dans notre programme .cs. On va le mettre avant de lancer l'application. app.migrate database. Je vais lancer l'application avec un .NET Run. Alors, ok. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme par magie, on a le movistore.db qui est apparu. Donc c'est bien ce que l'on a dans notre chaîne de connexion. Si on vérifie dans AppSetting.json, movistore.db. Je pourrais faire un clic droit. Si je me rends dans Movie Backend et non pas dans Solution Explorer, il faut se rendre dans la hiérarchie des dossiers de VS Code. Je fais un clic droit sur ma base de données, je fais Open Database, et là j'ai un nouveau bouton qui est apparu, c'est SQLite Explorer. J'ai ma base de données qui est ici, et là je vois en fait les trois tables qui ont été créées automatiquement. Je peux afficher la table de migration, je vois ma migration ici qui a été jouée, et après c'est la table des films et des réalisateurs qui elles sont vides, donc on ne voit pas de données. Et ce que vous avez peut-être vu, c'est que lorsque l'on a lancé notre application, depuis qu'on a rajouté app.migrate.database, on a en fait plein de logs qui sont affichés, plein d'informations, vous voyez, avec les create tables, etc. Donc ça gâche un petit peu les logs ici qui sont censés être plutôt des warnings, donc là on a beaucoup d'infos. En fait on a la possibilité de modifier ça, si on va dans AppSetting.json. Au niveau du logging, vous voyez, log level, défaut, information. Pour Microsoft ASP.NET Core, donc pour ce namespace warning. Et là, on voit qu'en fait, toutes ces logs-là ont été générées par Microsoft Entity Framework Core.database.command. Ce que l'on peut faire, c'est rajouter cette ligne et rajouter que l'on veut uniquement les logs lorsqu'il y a un problème, donc c'est-à-dire le niveau warning. Donc on va pouvoir en fait supprimer notre base de données. Hop. Et on va relancer notre application avec .NET Run. Ça devrait régénérer correctement notre base de données. Mais cette fois-ci, si on revient là, j'ai lancé .NET Run ici, on n'a plus les logs qui étaient tout moches, on a juste applying migration. Donc c'est plus propre. Maintenant, on va utiliser une méthode pour ajouter des données directement dans notre base de données lors de la création. Donc si on va dans mon Movie Store Context, comme on hérite de la classe DBContext, on a accès à des fonctions qui existent
on va pouvoir utiliser le mot-clé protected, override, void, on, model, creating, effectivement. Et à partir d'ici, on va pouvoir utiliser un objet que l'on appelle le model builder, et on va pouvoir s'en servir pour ajouter des données lorsque l'on crée notre modèle. Donc là, on va appeler la fonction entity, puis on va vouloir créer, nous, des réalisateurs par défaut. On utilise les génériques, et on utilise director. .as data. Voilà comment ça se présente. On va ouvrir les parenthèses. On va mettre ça comme ça. Point virgule. Et là, on va pouvoir créer des nouveaux objets director. ID égale, etc., etc. Donc on a besoin d'un ID, name, date of birth et nationality. Donc moi je les ajoute avec mon jeu de données. Hop, ça donne ça. Alors, tac, tac. Alors bon, c'est pas très beau. On model creating. Et du coup, override, oups, on model creating. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On a Christopher Nolan, Tarantino, Sofia Coppola. On va pouvoir supprimer notre base de données. On va supprimer déjà, on va éteindre notre serveur, supprimer la base de données, et ensuite créer une nouvelle migration, .NET EF migration add directors data, par exemple. Et si on va dans notre dossier de migration, hop, je suis un peu perdu, tac, tac, migration, on devrait avoir directors data, avec, vous voyez, les données que l'on a mis dans notre modèle create. Et on va relancer notre serveur avec .NET Run. Ensuite, on va pouvoir ouvrir, si je vais ici cette fois-ci, ouvrir la database, SQL Explorer, Show Table, et là, j'ai bien mes 3 réalisateurs qui sont dans ma table. Et maintenant, on va voir comment créer un film, du coup, et l'ajouter en base de données. On va ouvrir le Solution Explorer, hop. Alors, si on se rend dans nos endpoints qui existent au niveau des films, on a le map post. Donc là, on a un DTO. Alors déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer le contexte de la base de données pour pouvoir faire les insertions en base. Donc ici, en deuxième paramètre, on a la possibilité de récupérer movie store contexte. On va appeler ça le DB contexte. Ok. Ce que l'on va faire ici, ce n'est plus créer un movie DTO, mais créer tout simplement un objet movie. Et moi, ça va être entities.movie. Movie égale new movie. Et ce que l'on va faire, alors déjà, si on va dans notre DTO, ce que l'on va faire maintenant, ce n'est plus passer la chaîne de caractères director, mais un ID. Int, d'ailleurs, le require ça ne sert pas lorsqu'on a un ID, on va mettre du coup director ID. Puisque maintenant on a une table dédiée au réalisateur. Donc ici, on récupère égale new movie, donc je vais mettre parenthèse, title, oula, non, je me suis trompé quelque part, entity movies égale, hop, title égale new movie .title. Ensuite, on va avoir director id égale dto. Égale new movie, pardon, .director id. Et enfin, release date égale new movie .release date. On va effectivement renommer ceci aussi, entities.movie. Ok. Movies.a, donc là c'était c'est notre liste qui ne servira plus. Donc là, on va retirer ceci et on va utiliser db context.movies.add movie. Donc là, on indique à notre base de données que l'on veut ajouter le film movie, mais ce n'est pas fini. Pour que ce soit bien pris en compte, il faut appeler la fonction save changes. On va pouvoir lancer notre application. C'est lancé, je vais dans movies.htp. Dans ma requête post, je vais lancer un send request. On nous dit qu'il y a un souci parce que on n'a pas director ID. On va mettre director ID et on va mettre le chiffre 1. On lance la request. Hop. Et là, on a bien le film qui a été créé avec director ID 1, le titre qui correspond. Et là, on voit director nul, donc c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on retourne movie.
on retourne notre entité movie. Et si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, j'avais dit qu'il ne faut surtout pas retourner directement une instance d'une entité qui provient directement de la base de données, mais à la place, il va falloir retourner un DTO. Donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est créer un nouveau dossier qui va contenir le mapping entre nos DTO et nos entités. Ça va être une extension de nos classes movie et director. Alors, movie.api, je crée mon dossier mapping. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer une nouvelle classe qui va s'appeler movie mapping. Elle va être statique, comme ça va être des méthodes d'extension. Et ce que l'on va faire, c'est créer une première méthode d'extension, public statique movie, qui va retourner le movie, qui s'appelle toEntity. Ça va étendre quelle classe? Ça va étendre la classe create movie DTO. On va appeler ça new movie. Et donc on va return un objet movie. Alors, entities.movie toujours. On a effectivement ce problème. On va du coup utiliser les accolades. Title égale newMovie.title. On aura ensuite director ID égale, alors, newMovie.director ID, on aurait pu copier en fait ce qu'on a aussi dans le code de Movies Endpoint. Juste ici, en fait, c'est la même chose. Et du coup, ce que l'on va pouvoir faire, c'est en fait tout simplement dire que ici, c'est newMovie.toEntity. Et là, on a un code beaucoup plus propre. C'est sympa. Et donc, l'idée, ça va être dans le created@root de return movie.to, et on va appeler ça toMovie details DTO, car on aura plusieurs DTO. Un DTO en fait qui va retourner uniquement l'identifiant du réalisateur, et un autre qui va retourner le nom du réalisateur pour certaines conditions. Donc là, on va créer une nouvelle méthode d'extension, public statique. Et là, cette fois-ci, on retourne un movie details DTO que l'on va créer. Alors comme je vous ai dit, tout movie details DTO. Cette fois-ci, ça va être attaché à notre entity movie. C'est une méthode d'extension de notre entité. Et on va créer ce DTO tout de suite. Donc dans le dossier DTO, new folder. C'est lequel celui-là? Il a le directeur, donc là on va créer l'autre. New file, pardon. C'est une classe movie details DTO. Et on va venir copier le premier movie DTO que l'on a déjà. Hop. Mais cette fois-ci, le details, on va mettre ID. Alors on va mettre par exemple des parenthèses aussi, ici. Là. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Movie DTO, ok. Point virgule. On va venir mettre ID, title et int director ID. Ok. Par contre, je me suis trompé, c'est pas une classe, mais c'est un record. Public record class pour un DTO. Et donc, dans mon movie mapping, je vais faire ceci. Hop. Return new. Je mets ça par contre à ce niveau-là. Hop. Ok. On return un nouveau movie details DTO de cette manière-là. Avec l'identifiant, le titre, director ID et release date. Dans mon Movies Endpoint, j'ai bien le toMovie details DTO qui a été appelé. Je vais pouvoir relancer mon site, mon serveur web. Et si je vais dans movies.http, que je lance une requête post, je n'ai bien plus que mon director ID qui apparaît. C'est exactement ce que je veux que ça reflète la ressource que je viens de créer. On va pouvoir aller dans le Movies Endpoint et puis maintenant faire le get, le mapper correctement avec la base de données. Donc, alors ça je vais le mettre à la ligne pour que ce soit plus facilement lisible. Au lieu de faire un find dans notre liste, ce que l'on va faire, c'est faire la même chose, c'est-à-dire récupérer le movie store DB context, ici. Et donc cette fois-ci, ça ne va pas être un DTO, mais un entities.movie égale
dbcontext.movies.find. Et là, on fait ID. Voilà. On peut mettre un point d'interrogation, car ça peut être nul. Je me suis peut-être... Oui, pardon. Movie égale dbcontext.movie.findID. Voilà. Ça va mieux fonctionner comme ça. Je vais pouvoir relancer mon serveur web, aller sur ma page Movies HTTP. Par exemple, si je veux récupérer le film numéro 1, on a bien le directeur ID. On a le directeur qui est nul, c'est parce qu'il faut qu'on fasse le bon DTO pour aussi le résultat qui est ici. Ici, lorsqu'on veut récupérer un... lorsqu'on est dans le get, on va utiliser le movie.toMovieDetailsDTO. Et si on relance le serveur web et qu'on fait la méthode get, tac, on obtient bien directeur ID. Maintenant, si on souhaite récupérer la liste des films, donc on va pas juste faire un movies comme ceci, on va pouvoir ouvrir des accolades, récupérer le movie store dbcontext, voilà, et donc ça va être un return de dbcontext. On va utiliser .movies.select movie égale, et là en fait on utilise la fonction select qui permet donc pour chaque élément d'appeler une fonction. Et ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau DTO. Alors d'ailleurs on a déjà un movie DTO ici. En fait le DTO qu'on avait créé au départ, on va le renommer movie summary DTO. Et c'est ici que l'on aura le director qui est une chaîne de caractères. Ok, donc movie summary DTO, on va le renommer ici aussi. On va faire rename symbole summary DTO. Ok. Et on va créer une nouvelle méthode dans le movie mapping. Public statique movie, ça va retourner un movie summary DTO. Et donc là, c'est à partir de entity movie. On retourne director, movie.director.name. Et là, on va indiquer au compilateur que, en fait, movie director ne peut pas être nul grâce à l'opérateur point d'exclamation. Quoi qu'il arrive, le director sera renseigné. Donc, toMovie details DTO, ça va être plutôt toMovie summary DTO. On va revenir ici. Dans notre mapget, le point select, on appelle la fonction .toMovie summary DTO. Là, on va mettre la syntaxe à un point par ligne. Et du coup, on va appeler la fonction. Alors là, ça va pas bien fonctionner en fait parce qu'on va pas avoir le director. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser la méthode .include. Et là, c'est pour inclure les dépendances du film, c'est-à-dire movie.director, ça va faire la jointure en fait en SQL pour récupérer le réalisateur. Sinon, directeur sera nul. Donc si je vais dans mon movies.html et que je lance la requête sur ma liste, je retrouve bien mes deux films avec les deux réalisateurs. Il va nous rester put et delete à convertir du coup en format base de données. Si on va sur la fonction map_put, alors au niveau ici, on n'aura pas besoin d'index. On va directement, pareil, on va injecter la movie store dbcontext. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une parenthèse en trop. Ici, ça ne va pas s'appeler index, la variable, mais existing movie égale dbcontext.movie.findID. Et donc, if existing movie is nul, on va retourner un result not found. Et pour la mise à jour, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser dbcontext, la fonction entry.current. Alors, entry de existing movie, donc là on va récupérer en fait l'instance du film courant, et on va utiliser la fonction current values.setValues de updated movie, et là on va créer en fait une nouvelle fonction. Hop, on va mettre cette syntaxe. On va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler... alors non, on a déjà la fonction... Non, il nous faut une nouvelle fonction, puisque si je vais dans mon movie mapping,
On a créé une fonction toEntity, mais qui est attachée au createMovieDTO. On va pouvoir dupliquer cette fonction, mais pour le updateMovieDTO. UpdateMovieDTO. Ok. Alors, ici, dans le UpdatedMovie, on va prendre en paramètre le UpdatedMovie qui provient de la méthode d'extension, c'est-à-dire que ça va s'appeler comme ceci, .toEntity. Mais il nous faut en fait passer aussi l'ID, car pour la fonction setValues, on a besoin d'avoir un objet qui ait le même ID que l'entry. Donc du coup, on passe l'ID, on lui met ici l'ID qu'on attend en paramètre, ça va être UpdatedMovie à la place de NewMovie, et ça va être aussi l'ajout de ID égale ID. Et dans mon UpdatedMovieDTO, on va rajouter non pas director, mais on va remplacer par director ID, avec un champ de type int. Voilà, maintenant ça bug plus, et on va pouvoir aller tester ça avec un .NET Run. Je lance mon serveur, donc j'ai par exemple mon film numéro 1, je vais aller récupérer ce body, au niveau du put, je vais par exemple dire que c'est plutôt le réalisateur numéro 2, et que c'est sorti en 2022. Je vais lancer ma request, on a bien un 204, no content, et je vais récupérer mon film numéro 1, et ça ne s'est pas bien passé. C'est normal parce que je n'ai pas appelé ma fonction SaveChange. Hop, je vais relancer, donc forcément je vous dis qu'il ne faut pas oublier cette fonction, et puis je l'oublie juste après. Alors, je vais mettre directement un jour, Interstellar, donc directeur 2 2022, et si je le récupère, ça c'est bien mis à jour. La dernière fonction, c'est la méthode delete qui va nous permettre de supprimer un enregistrement de la base de données. Alors, movies.remove all, non. On va rajouter forcément la dbContext, moviestore context, dbContext. Voilà. On appelle du coup dbContext.movies.where. Et donc là, c'est movie.id égale id. Et on va appeler execute delete, tout simplement. Pareil, on va utiliser cette syntaxe-là pour la lisibilité. Et là, le execute delete, on n'a pas besoin d'appeler la méthode SaveChanges, ça va s'exécuter tout seul. On va s'amuser à aller tester ça. On récupère la liste des films, on en a 2. On va en créer un autre, tiens, avec un nom test. Voilà, on en a bien 3. Et si on va dans la requête delete et qu'on essaie de supprimer le film numéro 3, on a bien un 204 de content, on va essayer de récupérer la liste, et on n'en a plus que 2. Alors pour terminer, on a du coup la possibilité de supprimer notre liste de départ qui ne sert plus à rien. Hop. Et quelque chose de très important que l'on n'a pas mis en place, c'est de rendre notre API, notre web service, asynchrone. C'est-à-dire que ne pas rendre nos appels API bloquants avec des fonctions asynchrones. Donc en C#, ça se passe comment? Il faut rajouter le mot-clé async devant une fonction, puis utiliser le mot-clé await devant l'appel d'une fonction asynchrone. Pour que cela fonctionne ici, il faut utiliser la fonction toList async. Voilà, ça permet de rendre les fonctions, les appels de fonctions non bloquants. Lorsqu'on a plusieurs appels HTTP qui vont s'effectuer, on ne va pas attendre que les appels se terminent avant d'en commencer un autre. Ça va se faire au fur et à mesure, ça va dérouler sans bloquer le thread. Au niveau d'optimisation avec Entity Framework Core, il faut utiliser la fonction asNoTracking. Dans le cas ici de retour d'une liste, ça permet en fait de ne pas traquer les modifications au niveau des entités. Ici, dans le cas, on est dans un read-only, dans la lecture d'entités, donc on n'a pas du tout besoin de traquer, donc on utilise la fonction asNoTracking, ça va améliorer les performances de vos applications. Pour le mapget, ça va être pareil, on va utiliser async, et ici, ça va être find async. Au niveau de la fonction, en fait, en C#, la convention, c'est que chaque méthode asynchrone termine par le mot-clé async. Voilà, donc on utilise toujours le mot-clé await, le mot-clé async devant une fonction. Pour le post, ça va être la même chose, async. On a la fonction add async et le save changes async. Tous deux
toute façon, C# nous dit que là on essaie d'utiliser une méthode asynchrone, mais elle n'est pas awaited, donc ça ne fonctionnera pas. Il faut bien ajouter le mot-clé await. Pour le put, c'est pareil. C'est le find async avec le mot-clé await. Très bien. Et ensuite, on a set values, juste le save changings async, avec toujours await. Et enfin, la fonction de suppression, async, execute delete, async, await. Alors après en bonus, on peut aussi aller modifier notre fonction que l'on a créée dans data extension. D'ailleurs, j'avais mis le mot-clé async tout à l'heure sans m'en rendre compte. Mais on va pouvoir du coup renommer notre fonction. Migrate database, database async. Et ici, on a tout simplement utilisé la fonction migrate async. On appelle await. Et là, pour que cela fonctionne aussi, en C#, quand on utilise les méthodes asynchrones, on ne retourne pas void dans le cas d'un non-retour, mais le mot-clé task pour effectivement correctement faire l'appel asynchrone. Et donc là, il faut appeler la fonction de manière asynchrone.